Je reçois régulièrement des mails dans lesquels on me demande si le chat fait partie des animaux de pouvoir. Cette question pourtant simple ne l'est pas tant que ça. Ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler de la symbolique du chat et de son histoire dans certaines cultures. Ce petit félin qui fait partie de notre maisonnée pour notre plus grande joie est une sous-espèce issue de la domestication du chat sauvage européen appelé en latin le Felis sylvestris. Le chat domestique, le Felis sylvestris catus, compte dans le monde environ 80 races différentes reconnues par les instances de certification, toutes fédérations confondues. Le chat est un carnivore domestique au même titre que le chien. Il est territorial, sociable et se trouve être le prédateur de petites proies telles que certains oiseaux et rongeurs. Selon des statistiques parues récemment, il serait responsable en France de la disparition de 30% de la population des oiseaux des parcs et jardins. La domestication du chat s'est faite au Proche-Orient au Néolithique, il y a près de 10 000 ans. Sur l'île de Chypre, on a retrouvé une sépulture contenant un chat qui date de 9500 ans et c'est la présence de cet animal dans la tombe qui a permis d'estimer l'époque de son apprivoisement. En Égypte, le chat a d'abord été un protecteur des récoltes et un éliminateur de maladies telles que la peste, transmise par les rats et les souris, et un chasseur de serpents, dont la dangereuse vipère à cornes. Symbole de protection, le chat a fini par représenter la déesse Bastet, dont la fonction politique était de protéger le roi et dont le rôle, parmi la population, était de garantir la fécondité et celle de gardienne de foyer. Pour la petite histoire, une femme belle en Égypte antique devait posséder un visage triangulaire comme celui d'un chat ou de la déesse Bastet. Ce qui est intéressant, c'est que le nom Bastet signifie celle de Boubastis, un nom qui indiquait son principal lieu de culte. Ba désignait quant à lui le mot léopard, ce qui nous indique qu'à l'origine, la déesse Bastet était un grand félin qui s'est progressivement transformé en chatte sous l'influence positive et la position de plus en plus importante que ce petit félin a tenue en Égypte, pays dans lequel chaque temple possédait ses propres chats et son gardien des chats, qui était une charge et une fonction héréditaire très importantes. Dans chaque temple, il y avait des prêtres chargés de faire des prophéties, et dans celui de Bastet, à Boubastis, ils faisaient leurs prédictions selon ce qu'ils pouvaient déduire de l'observation continuelle des comportements, des miaulements, des mouvements de tous les chats qui y vivaient. Comme vous pouvez le constater, le chat est petit à petit devenu un animal sacré en Égypte antique et jouissait d'un statut particulier. En cas d'incendie, par exemple, on devait sauver en premier les chats et ensuite les êtres humains. Il était interdit de les tuer ou de les maltraiter. Celui qui s'y risquait était sévèrement puni. La sanction était évaluée selon les sévices subis et l'importance du chat. Il n'était pas rare que la peine de mort soit appliquée. Il est dit que lors du siège de Péluse, une ville de la Basse-Égypte antique, par les Perses, il y a 2500 ans, le roi Cambyse II aurait demandé à tous ses soldats de prendre dans leurs bras un chat. Les Égyptiens, de peur de les blesser ou de les tuer, se seraient alors rendus et auraient cédé la ville à leur ennemi. En Égypte, lorsqu'un chat de maison mourait, ses maîtres devaient porter le deuil pendant 70 jours, qui était la durée de la momification. Ils se rasaient également les sourcils en signe de respect envers leur défunt chat. Après avoir été embaumé, le chat était déposé dans un sarcophage et conduit au grand temple de Bastet, à Boubastis, l'ancienne capitale égyptienne, qui se nomme aujourd'hui Tel Basta. D'ailleurs, en 1980, on y a retrouvé plus de 300 000 momies de chats. Ce sont ces momies qui nous ont permis de découvrir que le chat sauvage africain,
le Felis sylvestris libica, domestiqué en Égypte, a essaimé dans toute l'Europe sous l'influence du passage des armées grecques et romaines et a donné naissance au chat sauvage européen qui, lui, a produit le chat domestique d'aujourd'hui qui, même s'il n'en a pas l'air, est donc un digne descendant du chat sauvage africain. Les chats étaient omniprésents en Égypte. Ils étaient peints sur les murs des temples et des tombeaux, sculptés sur des sarcophages et des piliers, gravés sur des vases, des bijoux, des boîtes et de la vaisselle. On les retrouvait absolument partout. Il était même coutume de graver des chats à face humaine sur les cistres des instruments à percussion sacrée de l'Égypte antique. Après l'Égypte, c'est en Chine qu'ils ont été domestiqués il y a environ 4000 ans. Liés aux rites agraires, ils étaient considérés comme des animaux bienfaiteurs. Au Japon, où le chat est apparu au VIe siècle de notre ère, son enfermement et son commerce ont été interdits et déclarés illégaux au XVIIIe siècle. Un interdit qui a probablement donné naissance au mythe du bakeneko, un esprit maléfique qui a l'apparence d'un chat. D'après ce qu'on sait, le bakeneko a la capacité de lancer des boules de feu, de ressusciter les morts, de se dresser sur ses pattes arrière et de prendre l'apparence d'un être humain. Il a également la mauvaise habitude de boire l'huile qui alimente les lampes à huile, ce qui me semble logique puisqu'elles étaient fabriquées avec de l'huile de poisson, et de comploter pour se faire adopter par une famille. Malheureusement pour celle-ci, le bakeneko finit toujours par dévorer l'un des membres de sa famille d'adoption pour prendre sa place, incognito, car il peut ressembler à qui il veut. D'après la légende, n'importe quel chat peut devenir un bakeneko à partir du moment où il dépasse les 13 ans, pèse plus que 3,5 kg et possède une très longue queue, contrairement au bobtail japonais qui a la queue très courte. Et c'est probablement cela qui a amené les Japonais à couper la queue de leur chat pour éviter que celui-ci ne devienne un bakeneko. Le Japon regorge de légendes mettant en scène des chats démoniaques, des chats vampires qui prennent la place de certains humains et les vident de leur énergie vitale. Toutefois, il existe également au Japon des chats bénéfiques comme les chats tricolores qui symbolisent l'amitié et ont la réputation d'être des porte-bonheur, ou encore le maneki neko, un chat qui vous salue et vous apporte la félicité en écartant de vous le malheur et la maladie. Certains temples leur sont même dédiés, notamment le Gotokuji de l'arrondissement de Setagaya à Tokyo, considéré comme étant à l'origine du fameux maneki neko. Les prêtres de ce temple bouddhiste prient toute l'année, jour et nuit, pour le salut général des chats. Au Cambodge, le chat est lié à la fertilité et permet la venue de la pluie. En période de sécheresse, il était coutume de mettre un chat dans une cage et de le conduire de maison en maison afin que les habitants puissent l'arroser d'eau. Les cris du chat, qui doit être à mon avis traumatisé à vie, sont censés faire fléchir Indra, un dieu indien adopté au Cambodge, dispensateur de pluie. Chez les zoroastriens pratiquant une religion apparue il y a 3000 ans au nord-est de l'Iran, le zoroastrisme, le chat était plutôt mal vu. Il était placé dans la catégorie des créatures démoniaques. À l'instar des zoroastriens, les Celtes ne voyaient pas le chat d'un très bon œil et avaient coutume de le sacrifier rituellement car ils le considéraient comme une entité maléfique et le meilleur moyen pour conjurer les mauvais sorts. Le chat est cité dans la littérature arthurienne comme animal dangereux et maléfique, mais il faut rester prudent car la littérature hagiographique médiévale avait tendance à ridiculiser et à démoniser les croyances païennes. Toujours est-il que le roi Arthur aurait vaincu un Katpaloug ou un Chapalu en français, qui était un chat noir monstrueux, attaquant et tuant les voyageurs qu'il rencontrait.
Se basant sur de nombreuses recherches toponymiques et folkloriques, Jean-Paul Lelu, spécialiste en mythologie régionale française, nous dit que le Chapalu serait en fait un gardien du seuil qui garde le passage aquatique entre le monde des vivants et le monde des morts. Certaines légendes irlandaises mentionnent l'existence d'un chat qui se trouverait sur un pilier et serait le gardien de la forteresse qui sépare notre monde de celui de l'au-delà. Chez les autochtones de l'île indonésienne Pulau Nias, le chat est également considéré comme étant le gardien du monde des morts. Les défunts doivent franchir un pont sous lequel se trouve le gouffre des enfers. Le chat est posté sur le pont et fait le tri entre les âmes des coupables qu'il jette dans les eaux infernales et celles des innocents qu'il laisse entrer au ciel. En Europe, les Grecs et les Romains faisaient du chat le compagnon des déesses Artémis et Diane. Les Germains, quant à eux, en faisait le familier de la déesse Freya, magicienne suprême, souveraine des morts et l'un des trois visages de la déesse mère. Freya possédait un char tiré par deux énormes chats bleus. Chez les germano-nordiques, les gardiens des runes portaient traditionnellement des chaussures et des bonnets en peau de chat, probablement en lien avec les chats de Freya, la magicienne par excellence. En Afrique centrale, les sacs médecine étaient généralement faits en peau de chat du fait de leur réputation de clairvoyance. Chez les ponis d'Amérique du Nord, le chat était également un être sacré qui ne pouvait être tué que sous certaines conditions et à des fins rituelles. Dans les pays musulmans, les chats ont de tout temps été autorisés à pénétrer dans les maisons et dans les mosquées du fait de leur excellente réputation. Le prophète Mahomet, qui possédait une chatte nommée Mouezza, les considérait comme rituellement très propres et a interdit leur persécution et leur mise à mort. L'un de ses compagnons, considéré comme le plus grand narrateur de hadith, a d'ailleurs été surnommé Abu Huraira, ce qui signifie « père du chaton », en raison de son amour inconditionnel pour les chats. Je mettrai toutefois une réserve pour les chats noirs qui ont mauvaise réputation même chez les musulmans, car ils sont considérés comme étant l'une des formes que peuvent prendre les djinns, les esprits maléfiques des vents. On utilise aussi leur sang pour écrire de puissants charmes magiques et leur chair pour être délivré de la magie noire. Dans la tradition persane, il est dit que celui qui tourmente un chat noir risque d'avoir de grosses et mauvaises surprises, car il pourrait tout à fait torturer son Hemzad, qui est son bienfaiteur, né en même temps que lui et chargé de lui tenir compagnie. Cela me fait penser à une version de l'ombre jungienne. Jusqu'à l'arrivée du christianisme et notamment de l'Inquisition, à part quelques exceptions, les chats étaient généralement appréciés des populations. Au Moyen-Âge, la donne a changé et ils ont été diabolisés. L'Église catholique a lancé un anathème contre ce pauvre animal et a fait croire aux gens que les chats noirs étaient les familiers des sorcières et des sorciers, c'est-à-dire leurs auxiliaires, que les sorcières pouvaient prendre l'apparence d'un chat et qu'elles les chevauchaient la nuit, notamment lorsqu'elles se rendaient à un sabbat. Ce qui a eu évidemment des conséquences dramatiques. Les chats ont alors subi toutes sortes d'horreurs. Ils ont été brûlés vifs par milliers, notamment lors de la Saint-Jean, où ils étaient jetés sur le bûcher en même temps que les renards considérés comme nuisibles et maléfiques. Et ce n'est que vers les XVIIIe et XIXe siècles qu'ils ont été plus ou moins réhabilités, et encore cela dépendait de leur couleur. Toute cette folie a duré très longtemps. Il y a encore peu, en France, dans le massif de la Grande Chartreuse, les gens avaient pour habitude de consommer un civet de chat noir la nuit de Noël. Ils estimaient qu'en agissant ainsi, cela ferait un démon de moins. Le chat a depuis toujours été associé à la lune, à l'intuition, aux rêves, à la divination, à la magie, au mystère, aux mondes invisibles et par extension, au féminin et aux profondeurs de l'inconscient.
Comme la femme, ses racines plongent profondément dans le côté obscur et instinctif de la vie. Alors pour répondre à la question du chat qui ferait ou pas partie des animaux de pouvoir, je dirais pas vraiment sous la forme du chat domestique, car comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, les animaux de pouvoir sont essentiellement des animaux sauvages. Par contre, le chat sauvage des forêts, le chat de palace, appelé également chat manoul, ou le chat de Temminck sont quant à eux bien des animaux de pouvoir. Et sous sa forme léonine, le grand fauve dont il est le plus proche, aussi bien d'un point de vue comportemental que social, et cela a été prouvé scientifiquement, je dirais que le chat est bien un animal de pouvoir. Toutefois, le chat domestique peut tout à fait faire partie de vos animaux gardiens et être très efficace sous cette forme. Si vous voulez faire un voyage chamanique avec le chat, il vous suffit de vous connecter à l'animal, de tenir votre chat dans les bras ou encore de prendre une représentation de chat entre vos mains avant de commencer. Appeler le chat dans votre vie et voyager avec lui vous permettra de voir ce qui est caché, de réclamer votre indépendance, de puiser dans votre féminité, de développer votre sensualité et de laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité. Si vous souhaitez explorer plus profondément et en toute légèreté le monde de l'inconscient et des ténèbres, de la magie et du mystère, le chat est l'animal qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car il vous apportera le calme et le discernement dont vous avez besoin pour explorer et accepter votre intuition et votre sensibilité et vous affranchir des contraintes. Je vous propose de visionner une autre vidéo dont le lien apparaît maintenant et qui porte sur le lion et la lionne, des animaux directement en lien avec le chat. Et si vous avez envie de vous abonner à mon canal Telegram, vous trouverez le lien sous la vidéo. Rêvons et voyageons ensemble.